Alors, pour les surfaces paramétriques, c'est-à-dire on va voir les choses comme celles des courbes paramétriques. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer, au lieu de prendre des intervalles de R, on va prendre des domaines de R2. On va essayer d'imaginer. Là, pour les courbes régulières, on a un intervalle, on a un T, c'est-à-dire le paramètre c'était T, où la valeur c'était dans R2 ou la R3. Maintenant, pour les surfaces, c'est-à-dire en général, là, les surfaces. OK? Donc, des nappes. Alors, les nappes, ce qui est sûr que l'image, c'est dans l'espace, c'est-à-dire c'est dans R3. OK? C'est dans R3. Ou l'espace de départ, ce seront des domaines de R2. Donc, on a fait des domaines de R2. On va prendre donc deux variables. Au lieu de prendre une seule variable quantité pour les courbes, pour les surfaces, on va prendre deux variables, U et V. Et on va définir une application F qui a à ces deux variables U, V associé un point de R3, l'IOA F de U, V égale un point de R3. Donc, un point de R3, c'est-à-dire trois composantes, la première, la deuxième et la troisième. Et chacune de ces trois composantes est en fonction des couples U et V, c'est-à-dire une fonction à trois fonctions partielles, c'est-à-dire U1, par exemple, F1, U1, la fonction c'était F, de F1 la première, la deuxième composante c'est F2, la troisième composante c'est F3. Alors, à deux des trois fonctions sont des fonctions à deux variables, U ou V, qui a valeur dans R pour les fonctions F1 et F3, ou la fonction a une valeur dans R3. Alors, l'ensemble de ces points, donc il est avec le domaine de les points à UV, l'ensemble des images s'appelle une surface paramétrique ou là le support géométrique de l'application F. OK? C'est-à-dire en gros la définition de la surface. Donc, je répète, après je vais donner des détails. Donc, comment je vais définir la surface? Je vais prendre le plan R2, l'espace R3, et je vais prendre une partie de R2, c'est-à-dire un domaine, un ouvert connexe de R2. Alors, je vais prendre un domaine de R2 et ce qui est sûr que, puisque je suis dans R2, donc je dois prendre deux paramètres U et V. Et à chaque point UV, je vais associer l'image par l'application F dans R3. Donc, elle sera un point de R3, donc à trois composants. Alors, l'ensemble de ces points, selon la variation de U et V, c'est-à-dire on fait varier le UV dans le domaine terminal D, et à chaque point, on associe l'image tau dans R3. L'ensemble de ces points construit une nappe, un sous-ensemble de R3, c'est une surface. Okay? Une surface ou là, une partie de R3. Okay? Alors, donc, on va partager le cours. Je vais partager le cours avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je répète, pardon, ça ne marche pas. Pardon, je n'ai pas pu ouvrir le... C'est bon, faites le compte? Non. Non. Donc, je vais essayer, pardon. Okay.
Comment qu'est-ce qui passe? C'est bon, ça marche maintenant. Bien, donc هذا هو الكود تاعنا. Alors les surfaces paramétriques. Donc c'est le deuxième chapitre sur les surfaces paramétriques. Alors, donc on rappelle dans cette partie, donc on va parler avant de définir la surface, on a un petit rappel sur les notions différentielles, c'est-à-dire les cours que vous êtes en train de le faire avec M. Dib, je crois, l'analyse 4. Donc, on rappelle dans cette partie les notions différentielles utiles pour les surfaces. Donc, alors, quelques rappels sur la différentielle. Donc, je vais prendre D, un domaine de R2. Alors, c'est quoi un domaine? C'est un ouvert connexe de R2. Okay? Un ouvert connexe de R2. Alors, ouvert, bon, c'est la définition, c'est-à-dire il faut avoir une idée sur la notion topologique pour définir un ouvert. Ou connexe, c'est quoi la définition d'un ouvert connexe? Connexe, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, c'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est-à-dire que vous pouvez, qu'est-ce que ça veut dire un ouvert connexe? Un domaine connexe, ou un ouvert connexe, ou un domaine connexe, c'est-à-dire c'est un ensemble dans lequel vous ne pouvez pas déplacer, c'est-à-dire que vous pouvez toujours déplacer dans le domaine c'est-à-dire sans quitter le domaine. Par exemple, je vais prendre deux points de ce domaine D, par exemple là A et B. Alors, je peux joindre toujours les deux points A et B par une courbe sans quittant le domaine. C'est-à-dire, prenez, par exemple, vous pouvez prendre l'exemple, un domaine, ça m'affiche les trous. OK? Si vous prenez par exemple un domaine où il y a des trous. Donc, cela signifie que vous pouvez par exemple passer, il a qu'un avec les domaines fait les trous. C'est-à-dire que tu vous détrouves le domaine. Alors, il a deux points quelconques. Vous ne pouvez pas toujours joindre les deux points en restant dans le domaine. C'est ça que ça veut dire connexe. Connexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le sous-ensemble de cet ouvert. OK? Alors, une fonction f définie sur D à valeur dans R3 est dite de classe C1. Alors, là, regardez bien, vous avez deux variables U et V. Vous avez l'image de ces deux variables par f. La valeur, c'est dans R3. Alors, elle est de classe C1. Qu'est-ce que ça veut dire de classe C1? C'est-à-dire c'est une fonction qui est continue. Elle est dérivable, ou la dérivée première est une fonction continue. Elle est de classe C1. Alors, si f et ses dérivées partielles sont continues. Donc, là, les dérivées partielles, bon, premièrement, il faut avoir f continue. Pour parler de la dérivée, donc il faut avoir la dérivabilité, donc elle doit être continue dérivable. Alors, là, lorsque vous dérivez, quelle est la notion de les dérivées partielles? Les dérivées partielles, là, la fonction f u est dans R3. Donc, vous aurez la dérivée par rapport à u, puis la dérivée par rapport à v. C'est les dérivées partielles. Donc, les dérivées sont continues. Donc, tu m'as dit la fonction de le cas général, c'est avec la fonction d'une variable réelle. Elle est définie sur un intervalle à valeur dans R. Donc, pour la fonction de classe C1, si elle est continue, sa dérivée est une fonction continue. C'est la même définition. Puis, la fonction a deux dérivées partielles par rapport à u et par rapport à v. OK? Alors, la fonction f est dite de classe CK. Maintenant, c'est de classe CK, c'est-à-dire un ordre supérieur, c'est-à-dire C2, C3, C4, C5, etc. Elle dit c'est la même définition. Donc, si elle est continue, et les dérivées partielles jusqu'à l'ordre K sont continues. C'est-à-dire, il a habité un code de classe C3, par exemple, ou la C3. Donc, la fonction, la première, ou la C2, si je veux dire que la fonction est de classe C2, donc elle doit être continue, dérivable. Les dérivées partielles sont continues et dérivables. Ou la dérivée seconde, c'est-à-dire les dérivées partielles secondes, sont continues. Elle est de classe C2 et ainsi de suite. Il habite de classe C3, donc je dois dériver 3 fois les dérivées partielles. Ou la troisième dérivée, elle doit être
continue. Donc, on dit que si la fonction et ses dérivés partiels à l'ordre K sont continus. Et existe, existe, c'est-à-dire la fonction T, elle est dérivable. La classe C1, C2, ça dit qu'on est dérivable, c'est-à-dire existe. La dérivée seconde, elle doit être bien définie. Il est effectivement là C2, C3, donc il faut que la troisième dérivée soit définie. Et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai ajouté un existe. Alors, f est dite de classe C l'infini, c'est-à-dire si elle est indéfiniment dérivable, c'est-à-dire je peux dériver pour quel ordre, pour n'importe quel ordre, pour k varie de 0 jusqu'à n, où la n égale à, par exemple, pour le 1 atteint l'infini. Par exemple, si je prends f de uv égale, par exemple, l'exponentielle u, l'exponentielle de v, par exemple, je sais bien que l'exponentielle de u, c'est une fonction qui est de classe C l'infini. La même chose pour donc, les dérivés partiels sont de classe C l'infini. OK? Alors, si f est de classe C2, si f est de classe C2, qu'est-ce que ça veut dire de classe C2? C'est-à-dire elle est continue, dérivable. Quels les dérivés partiels? Les dérivés partiels sont continus ou elles sont dérivables. C'est-à-dire qu'il y a la dérivée seconde, ou la dérivée seconde, elle doit être continue. Alors, les dérivés partiels, lorsque vous allez dériver, premièrement, vous avez la dérivée de f par rapport à u, ou la dérivée de f par rapport à v. Si vous dérivez une deuxième fois, vous dérivez le f par rapport à u une deuxième fois, donc vous obtenez la dérivée seconde par rapport à u, la dérivée seconde par rapport à v, et on a une dérivée mélange, c'est-à-dire une dérivée mixte, c'est-à-dire lorsque vous avez la dérivée de f par rapport à u, et vous voulez la dériver par rapport à v. Alors, dans ce cas, on obtient cette notation. La dérivée seconde de f par rapport à u par rapport à v. Alors, les deux sont égales. La première, c'est la dérivée partielle par rapport à u, dérivée une deuxième fois par rapport à v. La deuxième, c'est la dérivée partielle par rapport à v, dérivée une deuxième fois par rapport à u. Donc, dans ce cas, elles sont égales. Alors, là, dans la suite, on va noter, c'est-à-dire au lieu de noter ça, donc, qui n'amène à f indice u, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à u. Lorsqu'on écrit f indice v, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à v. Lorsqu'on écrit f uv, c'est-à-dire la dérivée seconde par rapport à i, puis par rapport à v. Ou là, lorsqu'on permute entre u, v et u, c'est-à-dire la dérivée par rapport à v, puis la dérivée par rapport à u. OK? Ce sont des notations pour ne pas écrire chaque fois le partiel de f par rapport à i, le partiel de f par rapport à v, etc. Alors, maintenant, on va définir une surface. Donc, on a dit, on va prendre une fonction de classe CK définie sur un domaine D de R2 qui est pour chaque couple UV associé F de U. OK? Alors, comme on a dit, chaque point a de Sora, chaque point a de l'image. Alors, l'ensemble de ces points, qu'on va la noter par grand terminal, un sous-ensemble de R3. Alors, c'est un sous-ensemble de R3, juste une R3, vous êtes dans l'espace, ou c'est un sous-ensemble de R3. Alors, cette image, هذه مجموعة الصور، donc pour chaque couple عندنا نقطة، donc مجموعة الصور نسميوها une surface. Okay? Une surface géométrique. ولا نقولوا بلي مجموعة الصور هي la surface, le support géométrique, c'est-à-dire التمثيل, la représentation تاع l'application تاعنا dans R3. C'est-à-dire كيما تهضروا البيان تاع le graphe d'une fonction كيفاش نمثلوها dans R2. C'est la même chose ici, c'est-à-dire je prends كامل les points. Chaque point, je vais prendre son image. Alors, on tombe quand même les images. Ce qui est sûr, ça me donne une forme dans R3. Dès que la forme, ce sera une surface de M. Donc, des fois, on dit une surface, des fois, on dit le support géométrique. OK? Là, on a des fois qui se les références parler de ce qu'on appelle lisse, une surface lisse, c'est-à-dire elle est de classe C l'infini, c'est-à-dire elle est indéfiniment dérivable. Seulement, j'ai ajouté ça. On dit qu'une surface de classe C l'infini est dite lisse. Ça y est, de la représentation. Donc, on a pris un domaine de R2, quand il y a le U et le V. Bien sûr, on a attaqué de le U ou le V, donc vous aurez des couples UV. Donc, c'est pour ça qu'on a noté ça par de la forme. Bon, ماشي شرط هنا يكون كما عندكم هنا rectangle. ماشي شرط. OK.
Bien. Alors, le domaine, pardon. Donc, c'est ça le domaine Terna. Il contient le U0, V0. J'ai donné un exemple d'un point. Ça, c'est l'application F. On a c'est R3. Alors, l'ensemble des points, c'est une surface. Il y a un Terna gris, c'est une surface de R. Pas obligatoirement un espace. Alors, on va donner l'exemple de la sphère. Est-ce qu'il y a un problème? C'est tard. Désactiver le micro. Bon. Alors, je continue. Donc, je prends la sphère, ça fait daïra. Bon, ماشي daïra كرة dans R2, dans R3, pardon. La sphère, la notation c'est S2. Le centre, c'est 0. Le centre, c'est 0. Le rayon, c'est A. OK? Le rayon, c'est A. Alors, la sphère est définie par l'application. Bon, là, on peut apprendre. Ça dépend. Soit nous devons le plan, c'est-à-dire la projection sur le plan X, Y. Le rayon c'est Z égale à R cos A sinus V. Sinon, le contraire, nous devons à 0 pi à valeur dans 0,2 pi. Donc, la sphère SF, la représentation paramétrique c'est A cosinus U cosinus V, A sinus U cosinus V, A sinus V. On va voir après, on va étudier la sphère après. Hein. Pas comme dans les exemples de le calcul des surfaces, etc. On va, pardon, l'air des surfaces, on va traiter la sphère. Et même vous pouvez donner la paramétrisation de la surface dans l'espace R. On peut reparamétrer les surfaces paramétrées par les difféomorphismes, c'est-à-dire, comment maintenant, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'abscisse curviline, ou là, la reparamétrisation des courbes. Alors, c'est-à-dire, si je vais prendre F et G, deux difféomorphismes, c'est-à-dire, bon, là, F, c'est une surface paramétrée, les données terna, elle est définie sur D inclus dans R2 dans R3, et G, définie sur X qui est inclus dans R2 à valeur dans D. OK? C'est-à-dire, je vais prendre X un domaine et D un domaine. Et une application qui a deux variables associées deux variables. OK? X, G, c'est un difféomorphisme. OK? Alors, c'est un difféomorphisme. Donc, tu as la définition d'un difféomorphisme. OK? C'est une application qui est continue, bijective et différenciable. OK? Alors, c'est un difféomorphisme. Alors, F, la composition de F, F, il y a R3. Donc, je vais composer F avec G. Donc, j'obtiens l'ensemble de départ ou à X. L'ensemble d'arrivée, c'est toujours R3 puisque c'est une surface. Donc, à la composition, le F avec le difféomorphisme G nous donne une nouvelle paramétrisation de la surface terre. C'est-à-dire, on aura le même support géométrique. Mais la paramétrisation qu'on a définie au début. Donc, je répète là, c'est on va prendre un difféomorphisme G défini sur X à valeur dans D. Donc, là, on travaille dans R2. Je mets R2, R2. Alors, je compose le F avec ce G. Bien sûr, l'ensemble d'arrivée, c'est D. Donc, j'ai une composition bien définie, inclus dans R2. Donc, la valeur, ce sera dans R3. Donc, ça nous donne une nouvelle paramétrisation de la fonction. C'est F de la surface, pardon, c'est F rangé. C'est une nouvelle paramétrisation, mais le support géométrique, c'est le même. OK? Alors, on a quelques propriétés de la surface. Donc, on dit qu'une surface paramétrée est simple si c'est aussi l'application F est injective. On a fait dans le cas d'une fonction quelconque, elle est de classe CK. C'est injective, mais si elle est de plus injective, donc on dit que la fonction la surface est une surface simple. Maintenant, une surface cartésienne. Une surface cartésienne, une surface paramétrée, ou des fois on dit une surface cartésienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une surface cartésienne? Si vous allez remarquer que que la fonction terre comme FUV s'écrit sur la forme O plus UI
Alors, le IJK, c'est un repère de R3. Alors, il a oublié les composantes de la fonction terme. Les composantes, c'est l'image, c'est-à-dire pour LU et V associé FUV. Si vous allez remarquer que le FUV s'écrit sur la forme, la première c'est U, la première composante c'est U, c'est-à-dire une parenthèse, la première composante c'est U, la deuxième composante c'est V, ou la troisième composante, c'est une fonction qui dépend de U et de V. Alors, dans ce cas, on peut l'oublier. La surface tana, c'est une surface cartésienne. C'est une représentation cartésienne. OK? Alors, on a, par exemple, vous pouvez prendre, si je prends, par exemple, x égale à u, y égale à v, ou z égale à u plus v. Ah, par exemple, on a h, u, v, ça sera un z, un u plus v. Donc, je prends la première composante u, la deuxième v, la troisième, c'est u plus v. Donc, on dit en colonne, c'est une surface cartésienne. OK? La première composante qui est U, la deuxième qui est V, ça fait la troisième, on a un mélange, on a une relation entre U et V. Dans ce cas, on dit que la surface tannée est une surface cartésienne. Alors maintenant, passons à la troisième définition. Alors, il a dit, je prends une fonction f définie sur un domaine D à valeur dans R3. Il y a la représentation, normalement, tu as la surface dans R3, tu as l'application de R3. Donc, c'est F1, il y a la première fonction, F2 la deuxième, F3 c'est la troisième. On a normalement trois composants. Alors, la matrice jacobienne. Donc, on a quand même normalement la matrice jacobienne. Donc, la matrice jacobienne, là, on R2 dans R3. Donc, c'est une matrice 3-2. Okay? C'est une matrice 3-2. Et là, on a R3 à R3, donc c'est une matrice 3-3. Si on, là, on a la matrice 4, c'est R4, une application de R4 à R3. Donc, en c'est une matrice 3-4, et ainsi de suite. OK? Donc, la jacobienne, c'est quoi? C'est une matrice de 3. Puisque les fonctions qu'on a, elles sont définies sur, les surfaces, elles sont définies comme étant des applications, elles sont définies par la donnée des applications définies sur des domaines D dans R2 et valeur dans R3. Donc, la matrice obtenue, ce sera 3, 2, c'est-à-dire 3 lignes, 2 colonnes. La première colonne, c'est les dérivés partiels par rapport à U, de F1, F2 et F3. Ou la deuxième colonne, c'est les dérivés partiels par rapport à V de F1, F2 et F3. Donc, à ce moment-là, jacobienne. La transposée de ça sera 2 lignes, 3 colonnes. La même chose. La première colonne contient les dérivés partiels de F1, la deuxième, les dérivés partiels de F2, la troisième, les dérivés partiels de F. Alors, la matrice, c'est la jacobienne. OK? Donc, pourquoi on a donné la définition de la jacobienne? Pour parler de la régularité. C'est-à-dire, qu'on peut-on dire que la fonction tana est une fonction, l'application tana, ou la surface paramétrique tana, c'est une surface régulière. Alors, on dit que une surface paramétrée f définie sur D à valeur dans R3 est régulière au point P égale FUV. Bon, j'insiste, les courbes, elle est régulière au point alpha de T. Alors, la même chose, je fixe un point et je pars de la régularité. Je prends le point P, F, U, V. C'est un point quelconque de la surface. Alors, la matrice ou la surface est régulière en ce point si la jacobienne est de rang égal à 2. OK? Alors, là, regardez bien, c'est quoi le rang égal à 2? Quel est le rang d'une matrice NM ou la NP? C'est-à-dire N ligne ou M colonne. Alors, le rang, c'est le plus petit mineur dont le déterminant est différent de 0. Par exemple, si je prends, c'est-à-dire l'existence des mineurs différents de 0. Par exemple, là, je ne peux pas calculer le déterminant. On a défini le déterminant chez les matrices carrées. Qu'est-ce que ça veut dire chez les matrices carrées? C'est-à-dire le nombre des lignes égale le nombre des colonnes. C'est le déterminant. OK? Là, c'est une matrice rectangulaire. Une matrice rectangulaire, on peut définir, on ne peut pas calculer le déterminant, mais on peut parler de ce qu'on appelle les mineurs. Okay? C'est-à-dire prendre un déterminant. Là, par exemple, elle est de matrice, elle est de type 2, 3.
Donc, on peut définir des déterminants de type de 2, c'est-à-dire d'ordre 2. Comment? En prenant par exemple la première ligne avec la deuxième, ou là la première avec la troisième, sinon la deuxième avec la troisième. Donc, là, quels sont les mineurs? C'est-à-dire soit d'ordre 1, soit d'ordre 2. C'est le maximum. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a de rang égal à 2. Les mineurs, les déterminants qu'on peut les calculer, ce sont des déterminants d'ordre 2. Alors, une fois je peux donner un déterminant différent de 0, dans ce cas, on dit que la matrice Tana est de rang égal à 2. Si j'ai une matrice, par exemple, 3 fois 4, donc là, je peux définir des déterminants d'ordre 3. Donc, si je peux déterminer c'est-à-dire si je peux trouver un déterminant d'ordre 3 non nul, dans ce cas, on dit que le rang est égal à 3. Sinon, il a ma subtèche de rang égal à 3. Sinon, on a les mineurs pour les déterminants d'ordre 2. S'il existe au moins un différent de 0, donc on oublie la matrice Tana est de rang égal à 2, et ainsi de suite. Donc, elle dit la définition du rang. Donc, la matrice Tana est régulière, la surface Tana est régulière si la matrice jacobienne est de rang égal à 2. OK? C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel déterminant d'ordre 2, Naya. Normalement, on a 1, 2 et 3. On a 3 mineurs. Donc, s'il existe un différent de 0, donc on dit que la surface Tana est une surface régulière. Alors là, j'ai ajouté à de la remarque, ceci est équivalent à le produit vectoriel FU, FB est différent de 0. Bon, là, vous pouvez faire ça par des calculs. Comment? C'est-à-dire, il accepte le produit scalaire, le produit vectoriel de FU extérieur FG, c'est-à-dire F1U, F2U, F3V, produit vectoriel avec F1V, F2V, F3V. Alors, il a qu'un le produit vectoriel est différent de 0. Alors, ce qui est sûr que واحد من هاد les mineurs est différent de 0. علاش خاطر كون تعملوا le produit vectoriel et vous calculez هاد les mineurs, c'est pour هاد les mineurs واحد منهم هو c'est une composante du produit vectoriel. Donc, il a qu'un le mineur différent de 0, c'est que le produit vectoriel est différent de 0. Par exemple, on a quand on fait F1U, F2V, moins F1V, F2U et non nul. Ou ça sera la troisième composante c'est FU vectoriel FB. Donc, il y a la troisième composante d'un vecteur et non nul, c'est-à-dire que le vecteur est non nul. OK? Sinon, quelle est une autre définition? On a le produit vectoriel, si je prends deux vecteurs FU et FV, le produit vectoriel signifie que, c'est-à-dire le produit vectoriel à ce moment, laissons ça après, je ne vais pas parler de ça. Je dois parler d'une matrice génératrice, etc., d'une famille génératrice, etc. L'essentiel, si je veux montrer, donc j'ai deux méthodes pour parler de la régularité. Soit je détermine la matrice jacobienne et je calcule, je dois définir un mineur d'ordre 2 non nul. Sinon, je calcule le produit vectoriel entre la dérivée partielle FU et la dérivée partielle FB. Ce produit vectoriel soit différent de 0. Là, je veux dire le vecteur 0, 0, 0. C'est-à-dire, il existe au moins une composante qui est non nulle. OK? Bien. Alors maintenant, on va traiter les exemples. Alors, le graphe d'une fonction de classe C2. C'est une surface cartésienne. Alors, regardez bien. Qui nous donne une fonction définie sur R2, une fonction à plusieurs variables. Elle est définie sur R2 à valeur dans R3. On a UV, on a la fonction comme FUV. C'est-à-dire, en général, vous prenez le X et le Y, et F de X, Y égale, par exemple, 2X plus 2Y, ou moins X, ou moins 2XY, etc. L'essentiel, une fonction, là, j'ai à valeur dans R3, pardon, je donne un exemple dans R. Là, si je suis dans R3, donc par exemple, je prends f de x, y égale par exemple f de x moins y. La première composante, la deuxième, ça sera le x 2x par exemple. La troisième, elle sera le 4x, y. Donc, l'essentiel, c'est une fonction de R3. Les composants, ce sont des fonctions G, ce sont des fonctions. Alors, maintenant, on va prendre une fonction définie sur R2 à valeur dans R3. Donnée par la première composante, c'est x, y, puis la fonction g de x, y. Comme on a fait les cours, on a
qui nous donne le graphe d'une fonction xf de x. xf de x, c'est une courbe paramétrée. Le graphe, c'est une courbe paramétrée. La paramétrisation de tf de t. Okay? Alors, la même chose, on a des x et y, et j'ai la fonction f de x, y. C'est une surface où j'ai le graphe taha, c'est le support géométrique de la surface taha. De plus, les surfaces, le plan colonne, c'est une surface cartésienne. À l'âge cartésienne, je prends U multiplié par I, V multiplié par J, et H UV. H UV, c'est GU. Okay? Alors, la paramétrisation cartésienne, elle est régulière. Pourquoi? Il suffit de calculer le produit vectoriel, sinon un mineur différent de 0. Donc, la dérivée partielle par rapport à U sera 1, 0, GU. C'est je dérive le G par rapport à U. Par exemple, U 2 fois UV, par exemple, la dérivée, ce sera 2 fois U. Donc, je dérive par rapport à U, par rapport à V, puis je dérive le G par rapport à U, j'obtiens un 0G. La dérivée partielle par rapport à V, c'est 0, 1 G de V, et je calcule le produit vectoriel. Lorsqu'on calcule le produit vectoriel, donc là, je le produit vectoriel, donc mettons ça dans la première ligne, dans la deuxième ligne, et on a la première colonne, pour calculer, ce sera 0 fois V, moins 1 fois G. Donc, ce sera moins G. La même chose pour la deuxième, ou la dernière, ce sera la dernière ligne, donc ce sera 1 fois 1 moins 0 fois 0, c'est un 1. Donc, on peut remarquer que le vecteur, le moins GU, le vecteur moins GU, moins GV1 n'est jamais nul. C'est un vecteur non nul. Quand on le différent de 0, c'est-à-dire le différent du vecteur nul, 0, 0, 0. On a les notations, je ne vais pas détailler, parce qu'on le différent de 0, n'oubliez pas que vous êtes dans R3. Donc, il y a le vecteur différent du vecteur 0, 0 et 0. Alors, on n'est jamais nul à cause de quoi? De la troisième composante. Le 1 n'est jamais, malgré que de 0, 0, il est jamais nul. C'est un 1. Donc, différent de 0, donc le vecteur le produit vectoriel est différent de 0, donc la représentation est une représentation régulière. Alors, prenons maintenant la deuxième représentation, elle est quelconque, moi je n'ai pas donné le support, je n'ai pas défini le support géométrique, mais j'ai donné la représentation, on a dit que c'est une fonction f uv. La première composante c'est u plus v, la deuxième c'est u moins v, la troisième c'est u2 plus v. Alors, on pose la question, est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est régulière? On va voir. Donc, dérivons par rapport à U, c'est un 1. Dérivons par rapport à U, c'est un 1. Puis la dérivée de la troisième composante par rapport à U, c'est 2 fois U. La même chose pour la dérivée partielle par rapport à V. C'est 1, moins 1 et 2 fois V. Calculons le produit vectoriel. Alors, lorsqu'on calcule le produit vectoriel de premier vecteur 1, 1 de U, et 1 moins 1 de V, vous trouvez ce vecteur. 2V plus 2U et 2U moins 2V et moins 2. Alors, le vecteur n'est jamais nul à cause toujours de la troisième composante. La troisième composante égale à moins 2. C'est-à-dire, je peux prendre R2. Elle est définie sur R2. Elle est définie sur R2. Aucun problème avec le U et le V. Donc, si je prends n'importe quelle valeur à UV, même quand je le U 0 ou le V0, vous trouvez 0, 0, moins 2. C'est un vecteur non nul, donc elle est régulière. La surface est une surface régulière. Maintenant, l'hélicoïde. D'abord, l'hélicoïde. Un morceau de papier, il y a peut-être chlorophylle. Comme les lisses خيط, on a un morceau de papier, c'est-à-dire une surface, et faites tourner à la surface suivant un axe. C'est-à-dire comme هذا الشكل. هذا نسميوه l'hélicoïde. Et R2 يخرج لنا l'hélice, c'est-à-dire c'est une courbe l'hélice, le ressort. Alors que R3 نسميوه l'hélicoïde. J'ai هكذا يقعد يدور على l'axe des Z. Ok. Alors, c'est une surface régulière. Comment? La représentation paramétrique.
c'est U cosinus V, U sinus V et B. C'est la paramétrisation des liquides. Alors, avec U, une valeur positive, V appartient à R, ou B, une valeur positive. Alors, les dérivés partiels, c'est cosinus V, sinus V est 0 par rapport à U. Et par rapport à V, c'est moins U sinus V, U cosinus V et B. Le produit vectoriel vous donne le vecteur. Malgré que le U il peut être égal à 0, mais on sait bien que le B est strictement positif, donc la première et la deuxième composante ne s'annulent jamais en même temps. علاش خاطر السينوس والفي ما يفدوش نفس القيمة المعدومة في نفس الوقت. Ok, c'est-à-dire ما يفدوش la même valeur nulle en même temps. إذا كان ال V égal à 0, donc هنا ou le B صح bien sûr est toujours positif, لكن le V égal à 0, donc هنا سمنا qu'est-ce qu'on trouve? On sait beau cosinus égale 1, on a c'est beau 0. Donc c'est à cause de ça. Donc je répète, malgré que le U peut prendre la valeur 0, le vecteur n'est jamais nul. Pourquoi? Car le cosinus et le sinus ne s'annulent pas en même temps. Ok? Où le B est strictement positif. Donc c'est une surface régulière. C'est ça les couilles. Ok? Alors maintenant le tore. On va dire le tore. Ok? C'est ça. Un pneu. Alors là, on peut le voir comme la réunion des cercles, c'est-à-dire les petits cercles هكذا نشكلوا بهم وحده حتى نوصلوا انتر. Sinon, on peut le voir sous la forme S1 fois S2. Okay. S1, c'est le cercle كبير. S2, c'est le cercle serré. Okay. Alors, c'est ça le tore. La représentation paramétrique de le tore, c'est ça. R plus petit r cosinus U, cosinus V. Grand R plus petit r cosinus U sinus V et petit r sinus U. Alors, le U, c'est une valeur qui est positive ou nulle. Le V est inférieur à 2pi. Pardon, les deux valeurs sont entre 0 et 2pi, le U ou le V. Ou le petit r, il est toujours plus petit que le grand R. Okay? Alors, lorsqu'on calcule les dérivés partiels et le produit vectoriel, on trouve ça. C'est ça le vecteur du produit vectoriel. Le vecteur n'est jamais nul, la même chose. Sinus U, ou on a cosinus U, donc le vecteur n'est jamais nul. Ou on a sinus V avec cosinus V, c'est la même chose. Okay? Où le R et le grand R sont des valeurs strictement positives. Donc, le vecteur n'est jamais nul. C'est une surface régulière. Maintenant, la sphère. Donc, c'est ça la sphère. Donc, R3. Alors, la représentation paramétrique de la sphère, c'est la sphère qui appelle la sphère unité, c'est-à-dire je vais prendre le rayon égal à 1. Sinon, il est touche 1, vous faites R. Donc, là, vous aurez R sinus U cosinus V, R sinus U sinus V et R cosinus U. Qui ont la sphère unité, donc le rayon est tout égal à 1. Alors, UV appartient à 0pi, c'est-à-dire là, ce qui est sur le sinus n'est jamais nul. Okay? De plus, il est strictement positif. Là, le U est la partie supérieure, le demi-cercle supérieur. Qui nous fait le demi-cercle supérieur, c'est-à-dire il fait de qiyam salbi. Donc, sinus, il est toujours positif, strictement là encore. Là, j'ai pris un intervalle ouvert. Okay? Alors, pourquoi je parle, c'est-à-dire pourquoi le produit vectoriel n'est jamais nul. Quand tu le produit vectoriel, on n'a pas fait les calculs, on va le faire après, les TD. Lorsqu'on calcule la dérivée partielle par rapport à U, puis par rapport à V, vous trouverez, puis le produit vectoriel, vous trouverez un sinus U facteur de FUV. FUV, c'est la représentation paramétrique par la surface, elle n'est jamais nulle. Et sinus U ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que le U est dans l'intervalle 0pi. Un sinus strictement positif. Okay? Donc, les trois surfaces, ce sont des exemples des surfaces paramétriques. Alors, maintenant,
On va définir un plan tangent à une surface régulière. Regardez bien lorsqu'on a parlé des courbes, on a une droite tangente à la courbe en un point. Nous sommes dans R2, donc la R3, qu'il y a une droite qui est tangente à la courbe, un point et une droite. Maintenant, on a une surface. Donc, vous prenez une surface, une partie de R3. Donc, ce qui est sûr, c'est-à-dire que si je vais prendre un point de la surface, qu'il y a un tangent, qu'il y a une مماس, qu'il y a une مستوي مماس للمساحة تاعنا, la surface تاعنا. Okay? Ce qu'on appelle un plan tangent ou un espace tangent à une surface. Bien sûr, la surface, elle doit être régulière. Okay? Alors, avant de parler, ou avant de définir le plan tangent, on va voir comment peut-on définir à partir d'une courbe tracée sur une surface de R. Qu'est-ce que ça veut dire une courbe? Je vais essayer de prendre une feuille quelconque. Elle doit être régulière, c'est-à-dire que les côtés ne sont pas anguleux, les côtés, c'est-à-dire que les côtés ne sont pas anguleux. Ils c'est-à-dire comment on dit ça, des courbes. Ma cache des pauses, c'est-à-dire ma cache de tangente. Donc, prenez une feuille et sur la feuille, mettez c'est-à-dire un fil. Alors, avec le fil اللي حطيته فوق la feuille, c'est une courbe. Okay? Une courbe tracée sur une surface. Donc, la feuille, il y a la surface تاعنا, le fil voit la courbe. Ok? Essayez d'imaginer ça. Alors, comment on va définir ça? Donc, كيفاش نعملوا؟ هذيك احنا oubliez la surface. Prenez seulement le R2, par exemple. Prenez un R2, le plan, et un intervalle de R. Comment on a défini une courbe plane? C'est une application définie sur un intervalle I à valeur dans R2. Ok? À valeur dans R2. La valeur, c'est D. Donc, alpha de T associé U de TV. Vous allez comprendre avec ce schéma. Je prends l'intervalle AB. هذا هو le domaine D تاعي وهذه la courbe alpha. Donc, pour chaque point, je vais associer son image. Ce qui est sûr, j'obtiens une courbe. Je suis dans R. Alors, la courbe, la représentation paramétrique, c'est U de T, V de T. هذو هما les composants de la courbe dans R2. Ce qui est sûr, c'est U de T, V de T. OK? Alors, la courbe, c'est une courbe paramétrique régulière. Plane, c'est-à-dire la valeur, c'est dans R2. Régulière, c'est-à-dire que la dérivée par rapport à T en chaque point est non nulle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, on va prendre les points U de T, V de T, le domaine, ce qui est sûr que le domaine, la courbe. On va prendre comme les points UT, VT, et on associe à chaque point son image par l'application F. J'obtiens une courbe. Déjà, F, elle me donne F, c'est la représentation paramétrique d'une surface. Alors, l'image de cette courbe par F, elle sera dans M. Elle sera dans M. Voilà la surface تاعنا. وهذه est l'image de la courbe. Maintenant, si je vais prendre donc la composition de هذه F avec alpha, où l'ensemble de départ c'est AB, l'ensemble d'arrivée c'est R3, plus précisément c'est le C, c'est-à-dire le support géométrique de la surface تاعي. Alors, il est fait le tarkib bin F ou alpha. J'obtiens une courbe gauche, c'est-à-dire une courbe dans R3. Plus précisément, elle est dans le support géométrique de la surface, dans F. Alors, ça sera une courbe paramétrique de classe C1. Le support TAHA, il est dans la surface. OK? Donc, ce qu'on a dit ici, l'application F sera en alpha. Là, je peux parler de la composition. Il y a F, on a alpha.
مجموعة الوصول هنا سي دي، مجموعة الانطلاق هي تاع اف هي دي، سي لا ميم. Donc je peux parler de f تركيب alpha. Alors l'application f en alpha, c'est une courbe paramétrique. Le support تاعها c'est-à-dire المنحنى الرسم تاعها، le support géométrique, l'interprétation géométrique تاعها appartient à la surface M. دي عبارة عن donc prenez نتوما imaginez la feuille ou le fil. OK. Alors, هذه هي la courbe. OK. Ce qu'on va dire maintenant, on va prendre des vecteurs tangents à cette courbe. كما عرفناهم مع الأول. Des vecteurs tangents à cette courbe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, regardez bien, on va fixer le V. C'est-à-dire, considérons la courbe alpha 1, on fixe le V. C'est-à-dire, je vais considérer alpha 1 qui a pour chaque U appartient à I, associé alpha 1 de U. C'est FU V0. OK? Puis je vais fixer le V. Voilà. Fixer le U. C'est un chiffre comme une constante. Et je vais définir la deuxième courbe, alpha 2. Elle est définie sur J. Bien sûr, on a le I et le J sont deux parties, c'est-à-dire sont le produit تاعهم. Par exemple, il left un D ou l'intervalle. Regardez bien, left D ou l'intervalle 0, 4 pour U fois moins 1, 3 pour V. OK, c'est quand même avec le domaine تاعي je vais prendre I au lieu de prendre 0, 4. Par exemple, je vais prendre 1, 2 ou 1000V pour le domaine, pour le J. Au lieu de prendre moins 1, 3, je vais prendre une partie. Et je vais construire un sous-domaine de D. C'est-à-dire qu'il fait le produit. Ça I et J. Donc, je check les جزء من D. D c'est un domaine. وهذا جزء منه. OK? Donc, alpha. Alpha, il y a déjà, c'est la fonction définie sur NAC qui tu peux alpha, c'est-à-dire F de U de T. Donc, je vais fixer le U0. Je vais fixer le V, c'est-à-dire un V0 quelconque. Alors, qui a pour chaque U appartient à I, je base sur le I, l'intervalle I, associé alpha 1 de U. Il y a F de U, V0. Et c'est une courbe dans R3. Plus précisément, c'est l'image de U par l'application F avec V0 donné. OK? Alors, si elle est régulière, donc, avec le U0, si je vais prendre un U0, et là, si je vais prendre un U0, donc alpha 1 de U0, avec le point, il est dans la courbe. Si elle est régulière en ce point, c'est-à-dire que la dérivée, ou le vecteur vitesse est différent de 0, donc on a une tangente. On a une droite tangente, on a un vecteur tangent. Maintenant, je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je fixe le U et je prends une valeur quelconque à V. OK, je fixe le U et je fais varier le V. Je vais définir une deuxième courbe dans R3. Dans les images par alpha, ce sont les images par F des points U0V. Alors, il est qu'un dit le alpha 2, c'est-à-dire le vecteur vitesse au point V0 et non nœud. Alors, là, la courbe admet en ce point un vecteur tangent. Okay, admet en ce point un vecteur tangent. Donc, on obtient deux vecteurs tangents au point F, U0, V0. C'est-à-dire, si je vais prendre le point en même temps U0 et V0, j'aurai deux vecteurs tangents. L'ouïe, c'est alpha 1' au point U0. Le second, c'est alpha' 2 au point V0. OK? Alors, et donc, il a habitué à le alpha prime. Regardez bien, si je calcule le alpha prime dans le cas général, alpha prime, c'est quoi? Quand on حسب المشتقات alpha prime par rapport à U, c'est quoi? Il y a المشتقات كامل هذه. Donc, il y a المشتقات F par rapport à U. C'est la dérivée de F par rapport à U au point U, V0. Si je veux la dérivée par rapport à V, elle est égale à 0. Donc, la dérivée de alpha par rapport à la dérivée
la dérivée de alpha, c'est la dérivée de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à u au point u v0. OK? Et la même chose, si je dérive le alpha 2 au point v, c'est la dérivée partielle de f par rapport à v au point u0 v. OK? Alors, il dit comment un schéma pour bien comprendre. La première, c'est alpha 1, ou c'est alpha 2. Okay. Alors, c'est le alpha 1 prime au point U, le vecteur tangent, ou c'est le alpha 2 prime au point U0, c'est-à-dire au point V0. OK? On aura deux vecteurs, deux courbes. كل واحدة عندها un vecteur tangent le même point. U0, F de U0, V0. OK? Alors, là, on a supposé par hypothèse que la surface tana est régulière. Elle est régulière. Qu'est-ce que ça veut dire elle est régulière? C'est la matrice jacobienne et de rang égale à 2. On a, au lieu de dire de calculer les mineurs d'ordre 2, on peut dire qu'on peut calculer le produit vectoriel doit être différent de 0. On a que le produit vectoriel est différent de 0. Alors les vecteurs U1 et V1 sont linéairement indépendants. Le produit vectoriel est égal à 0, les deux vecteurs sont linéairement dépendants. Pourquoi? Le vecteur, vous essayez de vous montrer que les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Regardez bien. Si on veut montrer que deux vecteurs sont linéairement indépendants, il faut prendre deux réels quelconques, A et B. Il faut que le A, FU, plus B, FV égale à 0 implique toujours que le coefficient A égale le coefficient B égale à 0. Si je vais prendre la combinaison linéaire FU et F, ok? Bon, on a qu'une. Regardez bien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire linéairement indépendant? Si je prends un A, F, U, c'est-à-dire linéairement indépendant, plus B, F, V, égale à 0. Ceci implique quoi? Bon, toujours la définition de l'indépendance linéaire, que A égale à B égale 0. À un moment donné, il y a la définition. J'ai connu deux vecteurs linéairement indépendants. Alors, je le produit vectoriel. Bon, là, on a le produit vectoriel. La dernière fois, j'ai parlé du produit vectoriel. On a en général le produit vectoriel de deux vecteurs U et V. Le produit vectoriel, si on prend la norme de le produit vectoriel, c'est le volume de la surface engendrée par le vecteur UV ou le U vectoriel V. On a dit que le volume, c'est quoi? C'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus alpha. Donc, logiquement, il a qu'un le sinus alpha égale à pi, par exemple. Il a qu'un alpha égale à pi, donc le sinus égale à 0. Donc, le produit vectoriel est nul. Il a qu'un alpha égale à pi. Cela signifie que le vecteur U et V sont linéairement dépendants. C'est-à-dire que c'est pi. OK? En fonction de l'autre. Ou la moins pi, ou la 0, ou la etc. OK? Alors, une autre démonstration, je vais la faire avec vous maintenant. Si le produit vectoriel est différent de 0, je vais montrer, par exemple, j'ai un A FU plus BFV égale à 0. Et je veux montrer que A égale à V égale à 0. Je dois arriver à ça. OK? Alors, si j'ai par hypothèse que le produit vectoriel est nul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais composer, c'est-à-dire le produit vectoriel A, F, c'est-à-dire je vais calculer le produit vectoriel FU, vectoriel avec FU. Alors, vectoriel avec, pardon, une petite démonstration. Vectoriel avec FU, bien, je vais calculer le produit vectoriel avec FU, plus B
FV, produit vectoriel avec FU. C'est-à-dire je vais composer par FU, les deux membres. FU. Tout ça égale à 0, produit vectoriel avec FU. Ça vous donne un 0. Le produit, le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Là, c'est le vecteur nul. Finalement, le vecteur nul, produit vectoriel avec n'importe quel vecteur, me donne un 0. OK? Alors, ceci implique quoi? Si le produit vectoriel, donc on sait bien que le produit vectoriel de FU, on a la linéarité, c'est-à-dire on a le AFU vectoriel FV, c'est A, le tout, produit vectoriel FU, FV. Okay? Donc on sait bien que le FU, un vecteur, produit vectoriel avec lui-même égale à 0. Là, la zawiya égale à 0. Donc le produit vectoriel égale à 0. OK? Donc ça vous donne un A fois, par exemple, 0.0, A 1.0, plus B, FU, vectoriel, FV. Égal à 0. Alors, ceci implique quoi? Donc, on continue. Implique que B, F, donc là, je vais mettre une parenthèse, F, U, B, mais c'est l'inverse. Vectoriel avec FU égale, une parenthèse égale à 0. OK? Mais si le produit vectoriel est différent de 0, donc on a si FU vectoriel FV est différent de 0, si le produit vectoriel est différent de 0, donc il est différent de 0, alors forcément, il est différent de 0, alors B égale à 0. Donc la première valeur de B, c'est 0. La même chose, on fait, bon, on a le FUV, normalement c'est quoi? Il y a normalement c'est quoi? C'est moins FU, FV. On a n'est pas commutatif le produit vectoriel. Ça m'énerve. Il y a qu'un FU est différent de FU est différent, FU vectoriel FV est différent de 0. Donc, moi, FU vectoriel FV est différent de 0. Donc, il y a qu'un le FU vectoriel FV par hypothèse et non nul. Donc, forcément, le B égale à 0. De la même façon, on calcule le produit vectoriel FU vectoriel FV. Donc, là, ça vous donne un 0. Et vous aurez A, FU vectoriel FV. Puisque FU vectoriel FV n'est jamais nul, donc forcément le A égale à 0. Donc, on a montré que si A, FU plus B, FV égale à 0, alors A égale à B égale à 0. Donc, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. C'est-à-dire la relation entre le produit vectoriel et non nul, et les deux vecteurs sont linéairement indépendants. OK? Alors, attendez le cours si vous avez bien compris ce qu'on a fait. Donc, les deux vecteurs sont linéairement indépendants. Les deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur tangent à la courbe alpha 1' U, on va le noter par FU U0 V0, ou c'est FV U0 V0. Puisque, donc, on a l'algèbre linéaire, puisque deux vecteurs sont linéairement indépendants, donc c'est une famille générale. De plus, si la famille FUV est génératrice, alors les deux vecteurs engendrent un plan. OK? Engendre un plan dans R3. Donc, si c'est une famille génératrice et les vecteurs sont linéairement indépendants, alors on dit que les deux vecteurs engendrent un plan, c'est-à-dire c'est un espace de dimension égale à 2. Okay? C'est un espace de dimension égale à 2. Donc, je vais définir. Donc, le plan tangent à une surface paramétrée F
défini sur un domaine D à valeur dans R3 au point P0 égale à FU0, V0, et l'espace vectoriel de dimension 2, donc la dimension égale à 2, il est engendré par FU et FV. La notation, c'est T P0M, c'est-à-dire la tangente, l'espace tangent, là, le plan tangent à M au point P0, passant par le point P0 et engendré par les deux vecteurs FU, U0, V0 et FV, U0, V0. Donc, en général, ce qu'on veut dire que si on veut déterminer le plan tangent à une surface ou un point P0 égale à FU0, V0, il suffit de calculer les vecteurs tangents en ce point, c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à U, de F par rapport à U au point U0, V0, et la dérivée partielle seconde par rapport à V au point U0, V0. Donc, alors, هذا اللي راه بلون ciel, هذا bleu ciel, هذا c'est la surface, وهذا le gris, c'est le plan tangent, c'est P0. Donc, le M, c'est la surface, هذا هو le point P0. Le vecteur FU, FV, voilà, c'est le plan engendré par ces deux vecteurs. Ce qui est sûr que si on a toujours, comme on a fait les cours, on a qu'une de deux vecteurs, on peut toujours définir le vecteur normal. À ce moment, le vecteur normal a deux vecteurs, c'est le produit, c'est leur produit vectoriel. Il suffit de prendre, si je prends maintenant, ça y est, je vois, le plan, vous voyez la surface, on a fait un point P0. Avec le point P0, j'ai défini le plan tangent, c'est un point régulier, c'est-à-dire la surface est régulière en ce point. J'ai défini le plan tangent engendré par FU et FV. Je veux parler maintenant du vecteur normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le produit vectoriel des deux vecteurs FU, FV. Alors, unitaire, pourquoi on a divisé par la norme? Pour avoir un vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme égale à 1. Donc, à chaque point, à chaque point régulier, on peut associer le plan tangent et à ce plan, on peut définir le vecteur normal. Okay, au point P0. Avec une note, quel est le vecteur normal? Alors, on a un exemple de l'hélicoïde. Je vais prendre, on a c'est une surface régulière. Le produit vectoriel, on a déjà calculé. Alors, pourquoi le produit vectoriel, non, le produit vectoriel n'est jamais nul. Ok, quand il va prendre la valeur égale à 0, ça le cosinus de V ne s'annule pas en même temps. Pourquoi? Déjà, le B est différent de 0, c'est une valeur qui est strictement positive. Ok? Alors, la norme, on a calculé la norme. C'est ça la norme, c'est B au carré plus U au carré. Okay. C'est une valeur non nulle. Pourquoi? Car le B est strictement positif. Puis, dans ce cas, le N, c'est quoi? C'est le vecteur divisé par B2 plus. C'est-à-dire, c'est ça l'expression du vecteur normal au point P égale à F de U, V. OK? Alors, maintenant, comment peut-on déterminer l'équation du plan tangent? Alors, là, en général, là, on va définir ce qu'on appelle l'équation paramétrique ou l'équation cartésienne. OK? L'équation paramétrique ou l'équation cartésienne. Alors, pour cela, on va prendre une fonction, voilà, une application f de classe C1, définie sur un domaine D à valeur dans R3. Donc, au lieu d'écrire la parenthèse F1, F2, F3, donc, on a oublié le repère de R3, c'est le IJK, c'est-à-dire c'est le 1, 0, 0. C'est le 0, 1, 0 et c'est le 0, 0, 1. Ou Hada, c'est le point origine, c'est 0, 0, 0. Donc, je vais prendre Hada le repère de R3. Donc, n'importe quel point de R3 peut s'écrire sur cette forme. La première composante fois I, plus la deuxième fois J, plus la troisième fois K, c'est une famille génératrice, le IJK. Okay, c'est une famille génératrice. Donc, qui te donne X, Y, Z, c'est XI plus YJ plus ZK. Alors, prenons P0, c'est F de U0, V0, un point régulier de la surface. C'est-à-dire, la matrice jacobienne faite de points est de rang égal à 2, où là, le produit vectoriel FU, FV est différent de 0. Maintenant, on a les vecteurs directeurs. Donc, on a un vecteur
Pardon. Maintenant, on veut déterminer l'équation du plan tangent à M en ce point. C'est-à-dire, معادلة المستوي المماس للمساحة ولا للM في النقطة 1. Alors, حنا باش نعملوا معادلة المستوي l'équation d'un plan. قلنا l'équation d'une droite. معادلة مستقيم. On a besoin de quoi? On a besoin d'un point. Ok? Un seul point. Dans la droite en question passe par ce point. Donc, حنا نحتاجوا نقطة يمر منها المستقيم. Donc, pour déterminer l'équation, il suffit de prendre un point quelconque M, un point quelconque, pardon, on a besoin de 2 points. On a un vecteur direct, soit 2 points, dont la droite passe par ces 2 points, sinon un vecteur directeur et un point. Alors, là, il suffit de prendre un point quelconque appartient à l'ensemble, c'est-à-dire la droite terna. Alors, pour déterminer l'équation d'une courbe, d'une droite, il suffit de prendre un point quelconque, tel que le vecteur joignant les points A et B, collinéaire au vecteur joignant un point quelconque A à M ou la B à M. Et là, on a la définition, c'est-à-dire que ça veut dire collinéaire, c'est l'existence d'un scalaire lambda tel que le vecteur, par exemple, AM égale à lambda AB. Okay? Ça, c'est dans le cas d'une droite. Maintenant, l'équation d'un plan, معادلة المستوي. Donc, on a 2 vecteurs directeurs okay, et un point quelconque. M et un point appartient au plan. C'est-à-dire, إذا قالوا لي أنا أعطي معادلة المستوي ولا هنايا المستوي المماس للمساحة والذي يشمل النقطة P0. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire, donner l'équation du plan tangent passant par le point à la surface au point P0. C'est-à-dire le point P0. Donc, on a besoin de 2 vecteurs directeurs. Mais nous jouons des vecteurs directeurs, le vecteur directeur, c'est la dérivée partielle de f par rapport à u au point u0 de 0 et la dérivée partielle de f par rapport à b au point u0 de 0. Alors, c'est de la famille de c'est-à-dire le premier vecteur P0M, le deuxième vecteur FU, le troisième vecteur FB soit liés. C'est-à-dire, le produit vectoriel, c'est bon, le déterminant, le produit vectoriel égal à 0. OK? Donc, une façon d'exprimer cela est de dire que le déterminant de ces 3 vecteurs est nul. OK? Le déterminant de ces 3 vecteurs est nul. Alors, la dernière fois, si vous vous rappelez que les cours, on a la relation entre le déterminant ou la linéarité de les vecteurs. Alors, la famille liée, si le déterminant des 3 vecteurs est nul. OK? Alors, donc, ce sont les composantes à le premier vecteur P0M, c'est x moins f1, y moins f2 et z moins f3. Les composants du deuxième vecteur, c'est la dérivée partielle par rapport à u. La première composante, la deuxième et la troisième. Ou là, c'est la colonne, la troisième colonne, c'est le vecteur fb, c'est-à-dire f1v, f2v et f3v. Donc, il faut que le déterminant soit égal à 0. Okay. Alors, cela signifie que le vecteur P0M s'écrit qu'en combinaison linéaire des vecteurs FU et FV. Alors, qu'en combinaison linéaire, les 2 vecteurs engendrent le plan terme. C'est une famille génératrice. Donc, n'importe quel point s'écrit, appartient à l'espace terme, s'écrit qu'en combinaison linéaire, c'est-à-dire AFU plus BFV. Okay. Alors, là, on va traiter l'exemple. Je vais prendre de la surface dans R2, pardon, dans R3. Elle est définie sur R à valeur dans R3. Elle est définie sur R à valeur dans R3. Qui a chaque UV associé F 5U moins 3 VO2 plus 3 moins U plus V au carré et 3U plus 4V. Il y a la surface. Alors la question, c'est donner l'équation du plan tangent à M au point P0. C'est quoi le P0? C'est F du couple 0, 0. Alors là, puisqu'elle est définie sur R, pardon, j'ai fait une erreur, c'est R2. Hein, elle est définie sur R2 à valeur dans R3, qui est pour chaque couple UV associé F, on a fait le couple. Donc, pardon.
je vais corriger ça après, c'est R2 dans R3, tel que FUV égale à 100. Alors, déterminons l'équation du plan tangent à la surface au point P0 égale à F0, 0. Alors, si on arrive avec le point contient, quelles sont les composantes à des points? Donc, je remplace 5 fois 0, moins 3 fois 0 plus 3, donc c'est un 3. 0 plus 0, c'est un 0. Et 3 fois 0 plus 4 fois 0, c'est un 0. Ensuite, on donne les composantes du vecteur FU. Alors, je dérive par rapport à U, c'est 5. Là, c'est moins 1, là, c'est 3. Donc, c'est le vecteur 5, moins 1 et 3. Maintenant, je dérive par rapport à V, c'est moins 6V, 2V et 8V. OK? Alors, maintenant, donc, donc, je vais prendre un point quelconque, M, qui appartient à l'espace Tana, X, Y, Z. Alors, il faut que le vecteur P0M s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur U, FU et FV. C'est-à-dire, P0M égale à AFU plus BFV. Combinaison linéaire, je répète, c'est-à-dire AFU plus BFV égale à P0M. هذه هي الكتابة مجموعة مولدة une famille génératrice. OK? Donc, le P0M, c'est quoi? C'est X, je vais prendre, donc c'est X moins 3, Y moins 0 et Z moins 0. C'est-à-dire la première équation. Égale AFU plus BFV, c'est ça. Okay? Alors, la somme des deux des vecteurs, 5A moins 6BV, moins A plus 2 fois BV, et 3A plus 8BV. Puis, l'identification avec P0M. Donc, on aura les trois équations. Alors, regardez les trois équations. Donc, c'est X, Y, Z. Donc, la première composante, c'est ça. La deuxième, ça. Et la troisième, c'est ça. Alors, là, le U, ne figure pas puisque la dérivée, c'est 1 par rapport aux trois composantes. Donc, regardez, c'est l'équation du plan tangent. Alors, regardez, le A et le B sont des paramètres. Okay? C'est l'équation paramétrique de l'espace tangent à la surface M au point 3, 0, Z. OK? Maintenant, il y a le Descartesien, c'est-à-dire Descartesien, c'est ça. L'équation cartésienne. Alors, qui change l'équation cartésienne? On a donné ça, on a le déterminant égal à Z. OK? Donc, la première colonne, c'est X moins F1 au point U0, V0, c'est-à-dire c'est X moins 3, Y moins 0 et Z moins 0. C'est ça. On a dit la première colonne. X moins 3, Y moins 0 et Z moins 0. OK? Maintenant, la deuxième colonne. Si je vois la deuxième colonne, alors on a c'est F1U au point U0, V0. Alors, c'est-à-dire, F1 au point 0, 0. C'est quoi? C'est 5. Mais c'est une dérivée constante. Moins 1 au point 0, 0, c'est moins 1. On a 3 au point 0, 0, c'est 3. OK? La troisième colonne, c'est F1 par rapport à V, c'est-à-dire, vous prenez ça, la dérivée au point, elle est au point 0, 0, U0, V0. Donc, ça veut dire quoi? 0. Donc, c'est le vecteur nul. Ah, on a 0, c'est le vecteur nul. Pardon, c'est la composante nulle, là, c'est la composante nulle. Donc, la colonne, des FV au point U0, V0, ça vous donne une colonne nulle. Une colonne. Et donc, égal à 0. C'est bon? Alors, on obtient ça.
on obtient ça. Puis, on a essayé de ne pas avoir le paramètre, le paramètre A. Donc, on a y égale à moins 1. Donc, on remplace dans la première et la dernière équation, on obtient ça. L'équation, c'est x plus 2y moins z égale à 3. OK? X plus 2y moins z égale à 3. OK? Bien. Les questions, c'est bon pour les équations. Qui a un problème? C'est bon? Pas de questions. Alors, on continue. Bon, je dois passer à l'équation. Alors, là, je répète l'équation cartésienne et l'équation paramétrique, elle est pour un calcul direct. L'équation cartésienne, le déterminant égal à 0. Donc, on a un déterminant contenant un vecteur nul. Normalement, il est nul. Alors, on a, s'il est nul, donc on a du comme de la colonne et en fonction de la deuxième. Donc, il existe un A tel que la première colonne égale à A fois la deuxième colonne. Et vous faites l'identification. Donc, vous obtenez x moins 3 égale à 5K et 5A, y égale à moins A et z égale à 300. OK? Alors, essayez de ne pas avoir le paramètre de 3 équations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? Et de la deuxième équation, on a y égale à moins a. On remplace dans la première et la dernière équation. Et on remarque que si on met la différence entre x et z, on trouve ça. OK? Donc, c'est une relation entre x, y et z. On va dire c'est bien معادلة الديكارتية تاع مستوى x plus 2y moins z moins 3 égale à 0. Ou là, on peut x plus 2y moins z égale à 3. OK? C'est bon. Donc, on continue. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la deuxième partie, les invariants. La surface paramètre. C'est-à-dire comment, la même chose, lorsqu'on a défini la courbure ou la torsion pour une courbe, maintenant, on va définir ce qu'on appelle les deux formes fondamentales d'une surface. OK? Alors, regardez bien, vous êtes dans R3. R3, on peut définir une métrique sur R3. La longueur d'une courbe tracée sur une surface, l'air de la surface, alors pour faire les calculs, on a besoin d'une métrique. OK? Alors dans R3, on peut définir des métriques dans R3. OK? Maintenant, les أجزاء نتاع R3 ne sont pas toujours des espaces vectoriels, ne sont pas toujours des espaces métriques. ماشي كامل, je répète, ماشي كامل les vecteurs, ماشي كامل les surfaces, les sous-ensembles d'un vecteur vectoriel sont des sous-espaces vectoriels. غادي تعرفوها بلي كامل كي ترفدوا فضاء شعاعي ماشي كامل المجموعات الجزئية هي عبارة عن أشعة جزئية, عن comment on dit ça, un espace فضاء شعاعي جزئي. Ça, c'est connu. Je répète, R3, c'est un espace vectoriel. On sait bien ça. Mais on ne peut pas dire que comme les parties de R3 sont des sous-espaces vectoriels. OK? Donc, pour parler de la longueur, de la surface, etc., il faut avoir à la main une métrique. Maintenant, comment on peut définir la métrique dans une surface? OK? Donc, je vais prendre une surface régulière de classe C4. OK?
On a pour parler des dérivés successifs. Alors, dans R3, on peut définir ce qu'on appelle le produit vectoriel. Le produit scalaire. Dans R3, on peut définir le produit scalaire. U point V. C'est-à-dire le produit scalaire, c'est-à-dire il est défini dans R3. Pour n'importe quel deux vecteurs quelconque de R3, je peux parler de ce qu'on appelle le produit scalaire U point V. OK, la norme de U fois la norme de V fois le cosinus alpha, l'angle compris entre U et V. OK? Alors là, on va prendre la restriction. OK? اختصار هذا الجداء السلامي ماشي على la surface. خاطر la surface قلنا c'est pas un espace vectoriel. Mais on va restreindre, c'est-à-dire on va prendre la restriction de ce produit au plan tangent à la surface. مستويات هنايا المستويات المماثلة للمساحة تاعنا هي عبارة عن فضاءات شعاعية. Ce sont des sous-espaces vectoriels de R3. Donc, à partir de ça, c'est-à-dire à partir de cette définition, nous allons la surface, mais en chaque point, on va associer ce qu'on appelle le plan tangent à la surface en ce point. C'est un espace vectoriel, donc on peut prendre la restriction de la métrique définie sur R3 à l'espace tangent à la surface au point P. OK? Chez la surface, je répète, le plan tangent à la surface. Donc, pour cela, oubliez, je vais prendre la surface si elle est régulière, on fait l'espace tangent en chaque point. Il a fait un point quelconque, je vais définir le plan tangent en ce point. Donc, la première définition, on appelle la différentielle de FUV, notée df, c'est un rappel, vous connaissez ça, vous connaissez, pardon, df, une application bijective du vecteur du dv, du ou v dans R2, donc la différentielle du dv, associe le vecteur df, c'est fu du plus fv dv, dans le plan tangent. Que le plan tangent à la surface au point F, U, V. C'est un point P égale à F, U. Alors, la première forme fondamentale. C'est une forme bilinéaire symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire bilinéaire? C'est-à-dire linéaire par rapport à la première composante et linéaire par rapport à la deuxième composante. C'est-à-dire si je prends F de alpha U, par exemple, je prends IP de alpha U, bêta V, c'est alpha IPV, bêta IPV, c'est-à-dire que je alpha ou V par rapport à la première et la deuxième composante. Symétrique, c'est-à-dire si je calcule IP de VW égale à IP de WV. Okay? Et la restriction de la forme quadratique, donc la forme quadratique, c'est quoi? C'est le produit. C'est la forme Bornave. Normalement, il faut avoir une idée sur la définition. Donc, c'est la restriction de la forme quadratique xx, la norme de x à la puissance 2, au plan tangent à M au point P. Donc, je vais prendre اختصار تاع الجداء السلامي اللي هي معرف على R3 à l'espace tangent TP de M. OK؟ الاختصار تاعو سنصغر المجموعة تاعي. فعاود نخدم على R3 نخدم في لي بلان tangent à la surface au point P. OK? Donc, هذاك الاختصار اللي عملتو هذيك نسميها la première forme fondamentale. C'est-à-dire je suis en train de définir une métrique sur le plan tangent à la surface au point M. أنا نعرف وحدة قياس une métrique. OK? Sur le plan tangent à la surface au point P. Comment? En prenant la définition du produit scalaire sur le plan. OK? Alors, le plan vectoriel AM est engendré par les deux vecteurs FU et V. D'ailleurs, on a déjà parlé. Il faut avoir une surface régulière. Je vais prendre un point quelconque de la surface et je vais définir les deux vecteurs FU et FV. Il engendre un plan, ce qu'on a noté par TPM. On a l'espace tangent à la surface au point M. Alors, si je vais prendre n'importe quel vecteur du plan tangent V, je peux l'écrire sous la forme lambda FU plus mu FV, puisque c'est une famille génératrice. Ou la AFU plus BFV, là, je viens de changer seulement les notations. Donc, il a
V, c'est-à-dire le produit scalaire de V avec lui-même, l'espace, regardez bien là l'espace, l'espace engendré par FU et FV. Ok? Donc maintenant, si je veux calculer, si je vais prendre la restriction à x carré à l'espace tangent, c'est-à-dire je vais prendre V.V. X carré là, non, c'est X.X, non pas X.X. Le produit scalaire de X avec lui-même vous donne la norme de X à la puissance 2. Donc sur le plan tangent maintenant, je vais calculer V.V. Alors V.V, ça vous donne quoi? Lambda FU plus mu FV point lambda FU plus mu FV. Alors, lorsque je fais le produit scalaire, je vais utiliser la linéarité état de produit scalaire. Qu'est-ce que je trouve? Lambda de FU.FU, c'est la norme de FU à la puissance 2, plus lambda FU FV, lambda FU point mu FV, c'est-à-dire c'est lambda mu FV, plus mu à la puissance 2, mu à la puissance 2 FV.FV, la norme à la puissance 2, plus un deuxième mu FV.lambda F. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire FU.FV, c'est FV.FU, donc on aura deux fois. Okay? Donc, le produit scalaire, l'espace tangentiel. Lambda au carré FU à la puissance 2, 2 lambda mu FU FV, plus mu au carré, la norme de FV à la puissance 2. هادو les vecteurs مش شرط يكونوا unitaires, c'est des vecteurs quelconques اللي صنصحنا نعرفوهم باللي عندهم engendre l'espace, مش شرط même pas orthogonal. Les deux vecteurs ne sont pas obligatoirement des vecteurs orthogonaux. Ok? Donc, c'est-à-dire, si je vais prendre le cas particulier de df, alors, dans ce cas, la métrique, c'est quoi? C'est E du au carré, de F du point dv et G dv au carré. Alors, les coefficients E, F et G s'appellent les coefficients de la première forme fondamentale. C'est-à-dire, si je veux calculer le UP à n'importe quel vecteur, le produit scalaire entre deux vecteurs UP, il suffit de prendre la matrice TS, c'est-à-dire je vais prendre un vecteur quelconque, c'est la matrice E, F, F, G multipliée par les composantes, delta U ou delta T. OK? Donc, elle s'exprime dans la base FU, FV de TP1 par. Donc, là, j'ai pris un vecteur quelconque, V. Maintenant, plus précisément, si je vais prendre DF, on a appelé DF, c'est quoi? C'est FU DU, c'est FU DU plus FV DV. Point FU DU plus FV DV. Et ça vous donne ça. FU.FU, FU.FV et FV.FV. Alors, radouler les produits. On a noté le premier par E, le deuxième par F et le troisième par G. Alors, le grand E, le grand F et le grand G, ce sont les coefficients de la première forme fondamentale, l'IA-IP, c'est-à-dire le produit scalaire dans l'espace tangent à M au point P. C'est une forme qui est définie positive. Qu'est-ce que ça veut dire définie positive? C'est-à-dire que la matrice, alors là, la définition, je vais définir que ça veut dire définie positive. Si je veux prendre la matrice, c'est-à-dire la matrice associée à la première forme fondamentale, donc quand peut-on dire que la matrice Tana est une matrice définie positive si le premier coefficient AA1 est strictement positif, le déterminant est positif. OK? Alors, si c'est la matrice, c'est-à-dire la matrice Tana, donc pour montrer qu'elle est définie positive, vérifions. Donc, on sait bien que le E est positif, bien sûr. Pourquoi? C'est la norme de F à la puissance 2 qui est toujours positive. Et le produit E, G moins F carré, il est positif. Car lorsqu'on fait le calcul, on trouve FU.FU fois FU. La multiplication à l'extérieur, c'est la multiplication des réels. Le produit scalaire, c'est un réel, donc la multiplication, c'est un réel. Moins le produit scalaire à la puissance 2. Alors, là, ça vous donne. Là, on a utilisé la formule, le produit mixte entre le produit scalaire et le produit vectoriel.
C'est-à-dire, si je vais prendre 3 vecteurs, 4 vecteurs, A, B, C et D, alors le produit vectoriel de A avec B, produit scalaire de C avec D, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Donc, le point là, c'est le produit scalaire. Donc, le produit vectoriel entre A et B, produit scalaire avec le produit vecteur entre C et D, vous donne le produit scalaire entre A et C, produit scalaire entre B et D. Donc, on a le produit, le produit des réels, destin scalaire, moins le produit scalaire AD, produit scalaire BC, c'est un produit des réels. OK? Donc, on a le A, c'est quoi? C'est FU, FV, tel B ou FB, ou C c'est FU ou D c'est FB. C'est-à-dire les deux. OK? Donc, on a A, C, B, D, moins A, D, point BC. C'est-à-dire c'est les mêmes valeurs. C égale à A ou B égale à D. Donc, on aura AC, BD, c'est-à-dire on a la même chose, c'est-à-dire FU, point FV, produit scalaire, produit naturel avec FV, point FU, point F. Alors, ça vous donne donc le FU vectoriel FV et on sait bien que le produit vectoriel n'est jamais nul. Comme on a appelé la surface, elle est régulière avec le point. Donc, le produit vectoriel n'est jamais nul. Donc, la matrice est bien une matrice définie positive. Alors, si on veut déterminer, par exemple, la métrique associée à cette surface, quels sont les coefficients? On la met à la matrice. Alors, il y a la matrice Tana, il y a la surface Tana. U plus V, U moins V et U fois V. Alors, Hadouma, les vecteurs qui engendrent le plan tangent à la surface ou en un point quelconque PUV égale à F de UV. Alors, les coefficients de la première forme fondamentale, donc c'est FU.FU, FU.FV, le contexte, et le G, c'est FV.F. Et on dit la métrique définie sur la surface, le plan tangent à la surface en un point quelconque. Maintenant, on va vérifier qu'elle est définie positive, bien sûr. Pourquoi? Car le E, c'est ça, n'est jamais nul. Il y a des à cause de ce 2. Et bien sûr, le EG moins F carré, il est strictement positif. Bon, il est strictement positif. 4 positifs, la somme est positive. OK? Des questions? Vous avez des questions? J'écoute. Oui. Je n'a pas de questions. Oh. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je dois m'arrêter là. Je continue là. Demain, Inch'Allah. Donc, je suis une pause. Donc, il me reste encore 20 minutes, mais c'est pas grave. On a donné, c'est-à-dire, on a déjà passé, là, on a fait une bonne partie dans ce chapitre. Alors, tu vas venir à la partie de la longueur, c'est-à-dire, donc on va voir comment on va calculer la مساحة à la surface. Laissons ça pour demain, Inch'Allah. Demain, essayez de réviser ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si vous avez des questions, il faut les préparer pour demain, Inch'Allah. OK? N'oubliez pas de faire, si vous aurez le temps après, essayez de refaire ce qu'on a fait. Comme le fichier, je crois. Comme le site. Donc, essayez de refaire, de réviser ce qu'on a fait. Si vous aurez des questions,